Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, bienvenue à cette cérémonie de remise des titres de docteur honoris causa. Ce sera une cérémonie haute en couleurs et en musique, puisque le maestro Dominique Jonker et son orchestre de chambre Oratorio nous feront l'honneur de partager avec nous quelques morceaux remake, dit Dominique, de 4 enfants terribles, ils étaient même 5, me rappelle Dominique, 5 from Liverpool, et que M. de Jonker qualifie d'imprévisibles, voire même d'indociles, en disant que certains membres de notre maison pouvaient certainement recevoir eux aussi ce qualificatif. Il s'agit bien sûr des Beatles. Pendant toute la cérémonie, l'orchestre aura l'occasion de jouer. Et vous savez, un orchestre, ça a besoin d'être porté. Alors je vous demande un torrent d'applaudissements. Eh bien, vous savez que dans cette maison, il y a des rituels, notamment pour les rentrées académiques, mais aussi pour les cérémonies de docteur honoris causa. Ce rituel, vous le connaissez, c'est l'entrée du cortège. Ce cortège avec les autorités, avec les docteurs honoris causa, mais aussi leurs parrains. Pour l'entrée du cortège, je vous propose de vous lever.
Cette cérémonie sera présentée en deux parties. La première sera consacrée à la remise des insignes de docteur honoris causa aux 4 DHC des facultés, et la deuxième partie sera consacrée au DHC de l'ULB. Et je cède immédiatement la parole à Didier Vivier. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, imaginons un habitant de Rome qui se serait endormi au lendemain de l'avènement d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, pour se réveiller au même endroit 500 ans plus tard. Il serait passé d'une ville détruite par la guerre civile à une ville détruite par des invasions. Il serait passé d'une religion polythéiste à une religion monothéiste, certes, mais qui s'évertue à vénérer une série de saints de toutes sortes. Bref, très peu de changements. Assurément, notre Romain ne serait pas très dépaysé, sauf peut-être, cher Karl de Roux, par quelques libertés prises avec la grammaire latine. De même, imaginons un paysan grec de l'an 1000 qui se serait endormi à l'ombre de l'acropole et se réveillerait 800 ans plus tard, dérangé par des tirs de quelques brigands révolutionnaires. En dépit de quelques changements politiques, vestimentaires, de mœurs, d'armement, on ne peut prétendre que la vingtaine de générations qui séparent ces deux moments ait réussi à créer un profond dépaysement. Rapidement, notre paysan reprendrait le cours de sa vie antérieure. Mais imaginons un instant un membre français de l'expédition d'Égypte conduite par Napoléon qui aurait raté de peu, le 19 mai 1798, le départ de la flotte à Toulon pour cette extraordinaire campagne scientifico-politique, imaginons que, de désespoir, il eût été plongé dans un profond coma dont il sortirait aujourd'hui, par le talent d'un urgentiste présent dans la salle ou sur l'estrade, soit seulement à peine 218 ans plus tard pour se retrouver parmi nous. Alors là, quel dépaysement, quelle étrangeté. Un ciel traversé d'étranges engins propulsés qui ont amené ici des collègues des 4 coins du monde. La communication possible avec ces 4 coins du monde à travers un tout petit appareil au nom anglais dont on vous a demandé d'éteindre la sonnerie. Des images sur un écran qui projettent la vie à s'y tromper et parfois d'étranges histoires qu'on appelle des films et qui concrètement n'en sont même plus. Le cryptage nécessaire d'une foule d'informations stockées dans de grandes armoires connectées à d'autres écrans magiques. Bref, un monde totalement différent. En 1798, la population mondiale s'élevait à un peu moins d'1 milliard d'individus. Elle avait approximativement doublé en 3 siècles. 200 ans plus tard, elle est 7 fois plus nombreuse. En 1500, la valeur totale des biens et services produits par l'espèce humaine est estimée à 250 milliards de dollars actuels. Aujourd'hui, une année de production humaine avoisine les 60 billions de dollars. En 500 ans, la population mondiale a été multipliée par 14, la production par 240 et la consommation d'énergie par 115. Entre notre français du siècle des Lumières et aujourd'hui, que de changements.
une petite dizaine de cargos modernes sont capables de transporter tout le fret de toutes les flottes marchandes de l'époque. Un ordinateur peut contenir tous les livres de toutes les bibliothèques savantes des Lumières. La moindre grande banque gère plus d'argent que toutes les banques prémodernes réunies. Et que dire de ce voyage en Égypte qu'il vient de rater et qu'il n'est pas près de faire? Avant le XVIe siècle, personne, aucun humain n'avait fait le tour de la Terre. En 1873, Jules Verne imaginait que Phileas Fogg puisse lancer le pari de le faire en 80 jours, tandis qu'aujourd'hui, et certains le feront, en 48 heures, ça suffit. En 1798, Londres est la ville la plus peuplée au monde, avec environ 850 000 habitants. Aujourd'hui, c'est Tokyo, avec près de 40 millions d'habitants. Nous ne prenons peut-être pas suffisamment la mesure de cette évolution exponentielle de notre société. Or, la rapidité de cette évolution modifie notamment le sens à donner à l'imagination. Mais elle modifie aussi le rôle de la création. Je m'explique, plus le monde se développe, plus les innovations sont rapides, plus il est indispensable d'innover, de créer. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il faut innover et où la science elle-même a changé. Notre Romain du temps d'Auguste était confronté à un pouvoir qui finançait comme mécène, ce célèbre chevalier d'Étrurie, des poètes, éventuellement des chercheurs, pour asseoir le régime et renforcer l'empereur. Et quand un petit peu plus tard, Héron d'Alexandrie va découvrir la force motrice de la vapeur, sa découverte restera cantonnée dans le domaine de la curiosité et toute application qui risquerait de menacer d'ailleurs l'ordre social est hors de propos. Si la science et le pouvoir ont toujours tissé un lien particulier, la science moderne a pourtant modifié la nature de ce lien. Comme l'a montré Yuval Harari, la science moderne se distingue des traditions précédentes par 3 éléments majeurs. La reconnaissance de son ignorance. La science moderne repose sur le principe selon lequel nous ne connaissons pas tout et que même ce que l'on croit connaître aujourd'hui pourrait bien devoir être remis en cause par de nouvelles théories. Deuxièmement, par la place centrale des mathématiques. Troisièmement, par l'acquisition de nouveaux pouvoirs. La science débouche en effet sur la création de nouvelles technologies et pas seulement de nouveaux savoirs. Selon un principe cher à Francis Bacon, dans son manifeste scientifique Novum Organum, le nouvel outil, publié en 1620, la relation entre science et technologie est en réalité assez récente. Avant 1500, science et technique étaient des domaines totalement séparés. Et jusqu'au XIXe siècle, les souverains ne finançaient pas la recherche pour élaborer de nouvelles techniques. L'interaction forte de la science, de l'industrie et de la technologie militaire est liée à l'avènement de la révolution industrielle. Et cette révolution copernicienne, dans la nature de la recherche scientifique, est finalement assez bien traduite par l'expression célèbre d'Albert Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Il est dès lors logique et même banal ou pléonastique pour une université de s'intéresser à l'innovation, à la création. Aussi, notre intention n'est-elle pas de dire que l'université innove, que l'université crée, mais bien de souligner le fait que l'innovation, la création, sont au cœur de la vie moderne, qu'elles en sont une condition aussi importante que la tradition l'était pour les sociétés anciennes. La science aujourd'hui ne sert plus une tradition, un pouvoir établi, mais a pour ambition de modifier les conditions de vie. La perspective est totalement différente et le rythme de l'évolution que je décrivais tout à l'heure en découle.
Dans le monde d'aujourd'hui, l'imagination, la création est plus importante que la connaissance, qui, largement diffusée, n'est plus le propre de l'université. C'est dès lors l'imagination qui constitue le moteur de notre évolution et la vraie force de nos universités. Nous avons donc choisi d'illustrer l'innovation, la création et de le faire selon un très large spectre. Le professeur Philipp Zimmermann traduit par son parcours l'importance du lien entre la science et la technologie, mais aussi l'impact de la technologie sur la vie privée des individus. En honorant le professeur Tong Chang, c'est la littérature et la calligraphie que nous avons voulu mettre à l'honneur en cette année qui voit dans notre université l'installation d'un nouveau département de traduction et d'interprétation. Car le professeur Tong est un passeur, un grand connaisseur de la littérature francophone et même belge, et un traducteur particulièrement actif. Mais innover, c'est aussi faire la chasse aux idées reçues, critiquer telle ou telle organisation de la société, améliorer sans cesse les pratiques. Marianne Bertrand s'y est employée dans le domaine du marché du travail et des discriminations raciales ou de genre. Patrick Peloux, en médecin engagé, en urgentiste complet, en écrivain, en chroniqueur, n'a cessé de remettre en cause la tradition pour créer les conditions nouvelles d'un meilleur bien-être. Comme il y a 2 ans, lorsque nous avons décerné un doctorat honoris causa à Peter de Caluet et à Paul Dujardin, pour souligner la proximité entre le monde dit culturel et le monde dit académique, nous n'avons pas voulu oublier que ce qui rassemble ces 2 mondes, c'est précisément la création, dont l'impact sur le bien-être des gens peut être considérable. Il en va ainsi des créations d'Anne de Meulemeester ou des réalisations de Jaco van Dormael, qui illustrent également cette interaction permanente entre la création et le concret, entre la science et la technologie. Entre ces 6 personnalités remarquables, un fil rouge, le non-conformisme, le refus de la pensée unique, la défense de la liberté et la preuve qu'innover n'est plus seulement approfondir la tradition, mais penser en dehors de la boîte, en dehors du cadre, en d'autres termes, imaginer. C'est le 3e terme de notre thématique du jour, imaginer. C'est, selon nos dictionnaires, penser la réalité de quelque chose d'extérieur à soi-même. L'imagination est évidemment une condition indispensable à la création, à l'innovation, mais dans ce monde en hyper-évolution, où la réalité est sans cesse amenée à dépasser la fiction, l'imagination ne peut plus se limiter à penser de nouvelles technologies, à la Jules Verne. Elle doit surtout penser un monde meilleur. Or, évolution technologique et bien-être ne sont pas nécessairement synonymes. Nous le savons au moins depuis le 16 juillet 1945 à 5h29 du matin, quand les hommes de science américains firent exploser la première bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Ils donnaient ainsi à l'humanité la capacité de mettre fin à sa propre histoire. Dès lors, nous ne pouvons passer à côté de notre responsabilité morale et politique et croire que la science ne se réalise pleinement que dans son utilité et sa conversion technologique. Dans ce monde en croissance exponentielle, l'innovation doit désormais trouver une harmonie, s'évaluer en termes globaux. Mais que veut dire global pour une université? C'est travailler dans le multi-universitaire et dans le multidisciplinaire. L'enjeu sera de développer chaque institution pour qu'elle enrichisse un réseau auquel elle appartient et d'approfondir chaque discipline pour qu'elle enrichisse l'approche plurielle d'une question posée. Nous devons multiplier les convergences entre disciplines et sans doute tout particulièrement entre sciences exactes et sciences humaines et sociales.
La globalisation est une réalité qui ne peut laisser en dehors l'exercice de la science, au risque de voir cette compartimentation disciplinaire nous jouer des tours. C'est un nouvel humanisme qu'il faut ainsi accomplir, non pas dans l'interdisciplinarité, comme si notre objectif n'était que de combler des interstices de la connaissance, mais bien dans la multidisciplinarité pour mieux comprendre un monde désormais et peut-être enfin global. Imaginez, penser la réalité de quelque chose d'extérieur à soi-même. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell above, no hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or anger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill.
dans cette première partie de notre rituel, 4 personnalités vont être honorées. Les facultés ont décidé de distinguer 4 s'aventuriers. Ces innovateurs ont élargi le champ des possibles, et dilaté les horizons. Chacun d'entre eux se verra remettre les insignes de docteur honoris causa par le recteur, l'ancien recteur, le pro-recteur et le président du conseil d'administration. La première personnalité à être honorée est Tong Qiang, que je vous invite à découvrir au travers de ce court reportage. Monsieur Tong Qiang est professeur et directeur du département d'études françaises de l'université de Pékin, qui est une très grande université chinoise. C'est l'un des plus grands spécialistes de littérature et de culture française en Chine. La particularité du parcours de Tong Qiang, c'est son extrême polyvalence. Il est à la fois traducteur du français vers le chinois, mais il a également traduit de nombreux romans de sa langue maternelle vers le français. Monsieur Tong Qiang est un personnage académique du premier plan, un acteur culturel engagé et en même temps c'est un artiste réputé. C'est un brillant calligraphe et poète qui expose régulièrement ses œuvres dans diverses galeries en Chine et à Taïwan et qui a publié un ouvrage de ses poèmes bilingues du français vers le chinois. C'est aussi un personnage public parce qu'il participe très régulièrement à des programmes télévisés en Chine comme en France pour faire la promotion des échanges culturels entre le monde francophone et la Chine. Je crois que la faculté est sensible au combat de M. Tong Qiang pour promouvoir la diversité culturelle. Et sans doute, on ne doit pas négliger l'un des respects que revêt cette diversité pour M. Tong Qiang, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à la littérature française au sens propre. Il englobe aussi des auteurs belges, je pense notamment à Henri Michaud. C'est vraiment une culture francophone que M. Tong Qiang fait entrer en dialogue avec la culture chinoise. C'est un profil qui entre en résonance avec les valeurs portées par l'ULB et en particulier la faculté de lettres, traduction et communication. C'est donc toute la faculté de lettres, traduction et communication qui se réjouit de voir le professeur Tong Qiang de l'université de Pékin rejoindre la communauté de l'ULB. Tong Qiang 教授，欢迎您来布鲁塞尔自由大学。Monsieur Tong Qiang, nous allons à présent remettre les insignes de docteur honoris causa à M. Tong Qiang, et c'est Karl Deroux qui lira le diplôme en latin. Colaude si possit, digniori afficiatur nomen ilius doctissimi, eruditissimique viri natione sinana horti. Qui eruditione summa, per multorum franco-gallicorum auctorum opera excusserit, felicissimeque ex gallico insinanum sermonem verterit. Qui tamquam artifex ingenio maximo, in ratione litterularum patria linguae suae scribendarum calligraphia vocata, sic excellat, emineatque, ut inter totus orbisterarum collegas et equales famam praeclaram sibi conciliarit. O prestantissima merita, et alia quae enumerare non possumus. Professorem Tong Qiang,
doctorem honoris causa, facultatis literarum et translationis et communicationis creamus, ac proclamamus. La deuxième personnalité à être honorée des insignes de docteur honoris causa est Marianne Bertrand, que je vous invite à découvrir au travers de ce court reportage. Marianne Bertrand, qui est professeure maintenant à l'Université de Chicago, professeure d'économie à la Chicago Business School, a commencé ses études à l'ULB, où elle a étudié l'économie et l'économétrie, avant de passer ensuite en doctorat d'économie à l'Université d'Harvard. Et avant d'arriver à Chicago, elle était professeure également à l'Université de Princeton. Parmi ses travaux les plus originaux, il y a cette étude basée sur les Randomized Controlled Experiments, qui est une méthode issue des sciences médicales qui a beaucoup de succès maintenant en économie. On regarde aléatoirement deux échantillons, un auquel on applique un traitement et un auquel on applique l'autre. Elle a utilisé ça pour envoyer des CV aléatoirement à des employeurs, CV identiques à part que l'un avait un prénom culturellement blanc et l'autre un prénom culturellement noir, et qui a documenté que 50% de réponses positives de plus pour les prénoms culturellement blancs, qui est une mesure directe et assez précise de la discrimination sur le marché du travail. Pour nous, c'est une candidate très naturelle parce que, outre son excellence scientifique et sa rigueur, la pertinence sociale ou sociétale de ses travaux et l'attachement à notre institution, dont elle est issue, et dont elle est membre d'ailleurs aujourd'hui de l'International Advisory Board de la Solvay Brussels School of Economics and Management, fait qu'elle est pour nous une candidate idéale pour notre faculté et les valeurs de l'université dont nous faisons partie. Voilà, Madame Bertrand, avec les autorités de l'ULB, je vous invite maintenant sur scène pour recevoir les insignes de docteur honoris causa. C'est le même cérémoniel. Utae calma mater qua maximo honoria ficiat illam mulierem conquivem nostram. Quae studiis oeconomia et oeconometria apud universitatem nostram perfecte planeque instituta, ad foederatas Americae septentrionalis civitates demigraverit, et in scientifico suo campo, vias valde novas aperuerit. Quae de questionibus difficilimis ad laborem et res financiarias fiscalesque et sociales pertinentibus tot, tantico momenti opera tulerit, ut in numero, peritissimorum disciplinae doctrinae suae audubie, esse videatur, o prestantissima merita,
et alia quae enumerare non possumus Mariam Annam Bertrand, doctorem honoris causa, scholae buxadensis nostrae, oeconomiae ergo dotariae que artis nomine Ernesti solve dictae creamus ac proclamamus. Carole, c'est à toi aussi. Maestro. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. It's for all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. Why does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried alone with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dust from his hands as he walked from the graves. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? La troisième personnalité à être honorée cet après-midi est Philippe Zimmermann, et je vous propose de le découvrir au travers d'un court reportage. Philippe Zimmermann est un informaticien américain. Il a fait des études à la Florida Atlantic University et il est particulièrement connu pour la création d'un logiciel de cryptographie qui s'appelle Pretty Good Privacy ou PGP. C'est un des tout premiers logiciels qui permet de chiffrer des emails, des messages et des documents et qui est donc un outil important pour la préservation des droits de l'homme. Lorsqu'il a publié et rendu totalement accessible son logiciel PGP, il a eu des problèmes avec la justice américaine qui considérait qu'un logiciel de cryptographie était en quelque sorte une arme et ne pouvait donc pas être rendu accessible à un public large. Son parcours ne se limite pas à la création de logiciels puisque très tôt dans sa vie,
il a milité pour le désarmement nucléaire dans le cadre des années 1980, c'est-à-dire de la guerre froide. En 2015, il décide de quitter les États-Unis, non pas tellement à cause de la question nucléaire, mais à cause des pratiques de surveillance excessive des citoyens. Par son parcours, Philippe Zimmermann incarne des valeurs humaines qui sont essentielles. En effet, il milite fortement pour les libertés individuelles et pour la vie privée. Il milite aussi pour un désarmement nucléaire et enfin, il a aussi initié une réflexion approfondie sur l'utilisation intelligente des nouvelles technologies. Le choix de l'École polytechnique de Bruxelles et de la Faculté des sciences nous a semblé assez évident pour trois raisons. D'abord parce que Philippe Zimmermann est informaticien. Or, l'informatique est une discipline qui est étudiée dans les deux facultés et donc crée un lien entre les deux facultés. La deuxième raison, c'est parce que le thème des DHC cette année est l'innovation et que Philippe Zimmermann est considéré comme l'un des plus grands innovateurs de l'Internet. Et la troisième raison, c'est parce qu'il incarne des valeurs humaines qui sont très importantes pour notre institution. Les deux facultés sont particulièrement fières de leur choix et félicitent chaleureusement Philippe Zimmermann, non seulement pour son parcours brillant scientifiquement, mais également pour sa défense des droits humains. Codilli Americanus, in difficillimo doctrinae recentis informaticae nominatae campo excelluerit, in quod tot eximias et novas vias aperuerit, quod ille doctissimus pertinacissimusque investigator impetraverit, ut maximo vitae privatae bono nunti electrotechnici, quam occultissime tegantur, quod ille vir optimus et generosus, eadem liberamente usus sit, qua alma mater nostra gloriaris soliat, oblia prestantissima merita, et alia per multa quae enumerare non possumus, Philippum Zimmermann, doctorem honoris causa, facultatis Scientiarum, simulet Bruxellensis scholae technicarum Scientiarum, creamus ac proclamamus. Le quatrième docteur honoris causa de cette première partie est Patrick Pelloux. Patrick Pelloux lira un texte d'ici quelques minutes, mais juste après, comme c'est maintenant la tradition, une courte présentation. Patrick Pelloux est très probablement le fils illégitime de Mère Teresa,
de Bernard Kouchner et de Coluche. Mais plus sérieusement, peut-être, Patrick Pelloux est un médecin urgentiste, praticien hospitalier. C'est probablement le médecin urgentiste le plus connu et le plus médiatisé de France, mais il est aussi écrivain, chroniqueur, acteur, donc quelqu'un qui est très présent dans les médias français. Ce sont très probablement les images dans les médias des combats humanitaires menés par Médecins sans frontières, Bernard Kouchner, les Boat People. Tout ça a largement influencé les choix d'études et de carrière de Patrick Pelloux. Il décide non pas de s'expatrier, mais bien d'exercer en France parce qu'il est confronté, il est persuadé qu'au sein des services d'urgence, la misère, les inégalités sont également présentes, même dans nos pays industrialisés. Bien sûr, l'histoire va lui donner raison. Souvenez-vous, en 2003, une canicule importante sur l'Europe et la France en particulier, et un afflux massif de nombreuses personnes âgées viennent dans les couloirs des services d'urgence. Patrick Pelloux mobilise les médias et montre clairement les défaillances des services d'urgence français. Au-delà des médias visuels, il va également utiliser le papier, il va prendre sa plume, il va écrire. Il a écrit plusieurs ouvrages qui relatent ses activités professionnelles, hospitalières, mais il va aussi tenir pendant plus de 10 ans une chronique dans le magazine Charlie Hebdo. Il va tisser des relations d'amitié très fortes avec certains caricaturistes. Et les événements du mois de janvier 2015 vont l'amener à nouveau sous les feux de la rampe. Il va défendre la liberté de dessiner, la liberté de penser, la liberté d'expression. Toutes les facultés du pôle santé ont un objectif commun, améliorer la santé des populations. Nous y travaillons grâce à une médecine de pointe, nous menons des recherches de très haut niveau, mais nous militons beaucoup également pour l'accès aux soins pour tous, pour diminuer les inégalités sociales de santé. Toutes ces valeurs sont celles que Patrick Pelloux a également suivies durant sa carrière. C'est donc très naturellement que nos facultés, notre pôle santé, a proposé à l'université de remettre les insignes de docteur honoris causa au docteur Patrick Pelloux. Ut honore maximo, qui tribuat urban matre nostra, ille medicus franco-gallicus afficiato, qui piritissimum se prestiterit medicinae artis quae, quam promptissime agere soliat, siqui mors imminens, morbo ut vulnere subito et recenti gravissime minetur. Cui scriptis et voce et doctrina et usu, et libris et commentariulis et nuntis radiophonicis et syndicalismo semper cordi fuerit sortem humanam meliorem facere. Qui societatis hominum et equalitatis et justitiae amore duce semper eadem liberamente usus sit qua ae calma mater soliat gloriare. Pro meritis singularissimis, quae enumerare non possumus, Patricium Pelloux, doctorem honoris causa, eius doctrinae disciplinae qui medicinalis partis cui nomen polus de sanitate sidatum, creamus ac proclamamus.
C'est toujours trop grand. Monsieur le recteur Didier Vivier, Monsieur le président Pierre Gurdjian, Monsieur le coordinateur de pôle Alain Lévesque, Mesdames et Messieurs les doyens et présidents du pôle santé, Monsieur le ministre d'État Busquin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame l'attachée culturelle de France en Belgique, merci. Merci au nom des impétrants, des docteurs honoris causa d'aujourd'hui. Merci parce que nous sommes à une période difficile avec des incertitudes sur l'importance de la culture par rapport aux armes, à l'incertitude de la culture par rapport aux valeurs économiques. Or, il n'y a pas de société humaniste et avec un développement humaniste sans culture, sans éducation. Nous sommes très honorés d'être reconnus et mis à l'honneur par l'Université libre de Bruxelles parce que c'est une université qui honore bien sûr la Belgique, mais l'Europe. Parce que les combats que vous menez, à la fois, et j'ai vu en entrant tout à l'heure une belle affiche pour défendre les réfugiés, c'est dans le sens de ce qui a fait que votre université a été l'une des premières à défendre le droit à l'avortement. Ces valeurs-là, ces cultures-là, ce développement des économies, des sciences, des valeurs littéraires, des valeurs informatiques, ont besoin du savoir, ont besoin de pétrir le savoir et l'intelligence, de manière à faire un monde meilleur. Il ne se fera pas sans travail. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, être heureux et la conquête du bonheur est un travail. Donc ça tombe bien, c'est ce qui unit finalement la culture au bonheur. Cette démonstration vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'est bien utile. Il n'y a pas de petite culture. Il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de petites universités, il n'y a pas de petites choses. Tout compte à l'heure actuelle où des dogmes religieux veulent nous faire croire qu'un retour en arrière et élaborer des lois moyenâgeuses serait l'épanouissement total de l'humanité. Je suis convaincu que ce nazisme islamiste, que ces radicaux religieux divers et variés, c'est la queue de la comète. Bientôt, ça sera terminé. Je suis convaincu que bientôt, évidemment, sur les champs de la culture, va fleurir des générations qui ne vont plus connaître les guerres. C'est le sens de toutes ces personnalités que vous avez honorées au cours des dernières années. Nous sommes porteurs de quelque chose, quoi, je ne sais pas, on doit apporter une pierre à l'édifice de la culture, à une construction d'un monde meilleur. Ce n'est pas facile tous les jours, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que les générations futures, celles qui sont sur les bancs de vos universités, eh bien c'est celles qui nous regardent et c'est celles qui veulent que justement on fasse ce monde meilleur pour demain. Vous avez envoyé une belle ambassadrice en France qui me réveille chaque matin sur France Inter, Charline Vanhoenacker, et qui a dit une chose brillante en tant que philosophe l'autre jour. Elle a dit « La Belgique a une forme de cerveau, c'est pour ça qu'elle est au-dessus de la France ». C'est vrai, et je dois dire que c'est la première fois que je suis ainsi déguisé en Harry Potter, et que j'admire un chef d'orchestre avec des Converse, enfin bon. Et ne changez pas cette université, je suis tellement en symbiose avec ce que vous représentez, avec ce que vous dites, que c'est un bonheur pour moi et vous remercier encore et vous dire qu'il n'y aura pas de développement sans une Europe forte et qu'il ne faut pas douter. Et sur l'importance de l'humanisme, les personnes qui sont en souffrance et qui viennent chercher un peu de calme dans notre contrée européenne ne sont pas des ennemis, ce sont des réfugiés d'un temps de guerre qui, soyez-en sûrs, est bientôt terminé. Merci beaucoup.
it's getting better all the time. I used to get mad in my school. The teachers who taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with a rule. I've got to admit, it's getting better, a little better all the time. I have to admit, it's getting better, since you've been mine. We used to be angry young men, be hiding me head in the sand. You gave me the word, I finally heard. I'm doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better, a little better all the time. I have to admit, it's getting better, a little better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. It's getting better all the time. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene. I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better all the time. Yes, I admit it's getting better, a little better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. It's getting better all the time. Getting so much better all the time. Monsieur Pelloux, vous savez que Charline Vanhoenacker a un projet politique pour la Belgique. En parlant tous les matins dans le poste de radio, son ambition, c'est de faire que Paris soit une province culturelle de Bruxelles. Alors, cette deuxième partie mettra à l'honneur les docteurs honoris causa de l'université. Didier, tu te rappelles sans doute de nos échanges récents en dévorant un pastel de nata. Serge, dévorant un pastel de nata. Jean-Michel de Waal les aime au pluriel. Pastéis de nata, ce flan portugais créé par des religieuses. Et nous nous disions qu'à l'université, nous parlions trop souvent à la raison et pas assez à notre imagination. Et que grâce aux artistes, à l'université, nous pourrions peut-être défaire une conception étroite de l'intelligence qui survalorise la raison, mais qui minorise la sensibilité et la créativité. Alors merci pour cette obsession d'avoir fait de cette maison une institution d'enseignement, de recherche, mais aussi une institution culturelle ouverte sur la ville. Dans cette deuxième partie, la première personnalité qui sera honorée des insignes de docteur honoris causa est Anne de Meulemeester, que je vous invite à découvrir au travers d'un petit clip. Anne de Meulemeester est une styliste de renommée internationale qui a su imposer la formule « la mode, c'est belge ». Elle était formée à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers
d'où elle est sortie en 1980 au sein d'une promotion qui est demeurée extrêmement célèbre, une promotion qu'un journaliste étranger, confronté sans doute à la difficulté de prononcer ces noms bien de chez nous, a décidé d'appeler les 6 d'Anvers. Et ces 6 d'Anvers font figure aujourd'hui de véritables mythes fondateurs de l'histoire du stylisme en Belgique. En 1982, elle se voit attribuer la Canette d'Or, un prix belge qui récompense un jeune créateur parmi les plus prometteurs. Elle fonde sa maison en 1985 avec la collaboration de son mari photographe Patrick Robin et présente dès 1987 une première collection automne-hiver. Durant les années qui suivirent, elle va progressivement présenter d'autres collections, des collections qui touchent le vêtement, hommes et femmes, mais aussi le bijou, le mobilier et un certain nombre d'accessoires. Mais surtout, bien évidemment, des vêtements que l'on reconnaît rapidement, des vêtements dans lesquels bon nombre de femmes se reconnaissent, des vêtements aux lignes fluides, beaucoup de blanc, beaucoup de noir, des coupes structurées, des superpositions, des vêtements qui témoignent aussi d'une certaine androgynie et qui racontent des histoires. Ce qui me frappe, ce qui me touche dans le travail d'Anne de Meulemeister, c'est un certain goût de la liberté, une capacité de réinventer les choses, de faire qu'elles cessent d'être ce qu'elles ont toujours été, une capacité de proposer des formes et des vêtements qui soutiennent et accompagnent d'autres manières de faire, d'autres manières d'être. Des formes qui stimulent aussi les évolutions nécessaires de notre société. Une manière de repenser la question des genres et à travers cette androgynie de repenser ce qu'est la féminité. Et c'est pour ça qu'il est si important d'accueillir dans notre communauté des artistes qui sauront nous inciter à nous réinventer et à réinventer la manière dont nous pouvons ensemble être au monde. Chère Anne de Meulemeister, beste Anne, la mode. Voilà bien un concept auquel l'université est à première vue réfractaire. Et pourtant, si l'on y réfléchit un instant, quand il s'agit d'emprunter une voie avant-gardiste, de bousculer les habitudes, la perception du monde académique change. D'autant plus que vos créations sont parfois anti-fashion, marqué par la volonté de prendre certaines distances avec le système de la mode et sa versatilité organisée. Comme lorsque la recherche fondamentale se mue en une application, vous tentez de réinvestir une fonctionnalité. Un vêtement est fait pour être porté. Vous passez alors de la théorie au concret. Comme un chercheur qui tente de cerner l'essence d'une découverte, vous vous distinguez par une forme de minimalisme qui n'est jamais dogmatique. Du noir, du blanc, un peu de bleu, une manche rouge, des coupes raffinées, des superpositions, une exquise nonchalance, une fragilité aussi. Cette fragilité qui caractérise l'élégance, mais aussi la créativité. Et puis la mode, c'est la représentation. Et la représentation, ça, le monde académique connaît bien. L'université étudie la représentation, l'examine à la loupe. L'habit, en effet, reconnaissons-le, fait parfois le moine. Il est tout à la fois le moyen d'afficher un statut, une aisance, l'appartenance à certains groupes, mais aussi celui de laisser entendre ce que l'on est, ce que l'on croit, ce que l'on pense, et parfois ce que l'on espère. S'habiller, c'est s'inventer, communiquer des émotions et entrer en relation. Votre œuvre, nourrie d'une imagination fertile et innovante, est inscrite dans le temps et l'espace. Parce qu'un vêtement n'est pas, ainsi que d'aucuns le croient parfois, simple affaire de falbala. C'est un secteur économique dont chacun sait le poids et l'opportunité sociale de préserver, de développer des savoir-faire. Voilà pourquoi l'université ne pouvait oublier votre art dans son désir de saluer l'innovation. De surcroît,
Vous tentez aussi de transcender les frontières de votre discipline, comme il devrait en aller aujourd'hui à des recherches scientifiques les plus prometteuses. Vous prenez ainsi le parti d'une certaine androgynie, Brigitte Desnaux l'a souligné dans le petit film, qui place la question de la liberté avant celle des genres. Et n'est-ce pas là un débat de société auquel l'université est elle-même confrontée? Vous êtes bien plus intéressé par l'humain que par le genre, par la mixité que par le stéréotype. Il y a en fin de compte quelque chose de commun entre vos défilés de silhouettes épurées, structurées et nonchalantes, mondialement connues, et certaines théories scientifiques qui s'élaborent au sein de nos universités et aspirent à être mondialement connues. Chère Anne de Meulemeester, votre métier n'est finalement pas aussi éloigné du nôtre. Pourtant, j'ai bien conscience de vous faire injure en me présentant à vous dans cette toge lourde, chaude et peut-être un tantinet prétentieuse. Bien sûr, elle est de noir et de blanc avec une touche de bleu, mais tellement peu subtile. Je n'ose imaginer ce que pourrait être un défilé de mode académique. Et j'aurais quelques craintes qu'il ne se présente comme le célèbre défilé de mode religieux de la Roma de Fellini. Mais chacun a droit à l'élégance, et peut-être les stylistes, un jour, prendront-ils le monde académique en pitié. Mais pour l'heure, parce que par votre travail, le fruit de votre imagination a largement contribué à faire entrer la Belgique dans la géographie de la mode, parce que vos collections se proposent comme autant de variations, comme en musique, ou comme en peinture, comme en recherche aussi, variations qui vous permettent d'approfondir encore et encore le même sillon dont la poésie n'est jamais absente, parce que par la recherche formelle que vous menez, vous avez permis l'essor d'un nom, l'essor d'une marque, d'un label, mais surtout d'une œuvre, en portant la mode au plus haut niveau de la création, parce que vous avez contribué à l'élégance humaine, en même temps qu'au développement de tout un écosystème, sans craindre de commercialiser vos créations, c'est-à-dire de les répandre. Pour tout cela, l'Université libre de Bruxelles est fière et heureuse de vous décerner les insignes de docteur honoris causa. Utlaus detur, quam maxima ab alma matre nostra illi mulieri conquivi nostrae Antwerpiensi, quae semper a pulcritudinis amore pulsa totam, illi rationi disciplinae se dederit quae ad habitum, cultumque dornatum muliebrem nec non virilem pertineat, quin campo tam novas vias aperuerit, ut inter omnes artifices, qui ad vestis habitum, elegantiamque, et munditiam pertinentis artis spiritissimi existimentur, eminere videatur, ob merita prestantissima, et cetera per multa quae enumerari non posso. Annam de Meulemeester, doctorem honoris causa, totius universitatis creamus ac proclamamus.
Cher Monsieur le Recteur, cher Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos noms et qualités. Je voudrais vous dire que me trouver ici parmi vous aujourd'hui remplit mon cœur de gratitude. C'est en toute humilité et avec ma sincère reconnaissance que j'accepte de recevoir ce grand honneur que représente le titre de docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles. Mon intime conviction a toujours été que nous pourrions aller vers un monde meilleur si chacun mettait en œuvre son talent naturel. Depuis mes débuts, j'ai cherché à comprendre et à analyser la relation qui existe entre l'homme et son vêtement et la manière dont il se présente au monde. Ce n'était pas un intérêt particulier pour la mode qui me motivait, mais plutôt une vive curiosité à l'égard de ce que les gens portaient et de ceux qui les avaient amenés à faire ce choix. Je sentais que ma tâche était de créer une nouvelle proposition vestimentaire. Je voulais créer des vêtements capables de transmettre une vision, des vêtements porteurs d'émotions. Ma détermination était de créer une communication avec d'autres et j'ai été récompensée. J'ai trouvé des âmes sœurs dans le monde entier et j'ai pu ainsi couvrir leurs vêtements d'amour, de beauté, de force, de fragilité, de liberté et de confiance en soi. Quel bonheur de découvrir que mes rêves étaient aussi leurs rêves. Cela m'a permis de réaliser que nous faisons tous partie d'une même chaîne d'énergie et de création et que nous pourrions amener davantage de beauté dans ce monde. Je souhaite remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à porter mon travail à travers le monde. Et en particulier, je voudrais remercier Patrick Robin, mon compagnon artistique et celui qui partage ma vie depuis 40 ans. Je voudrais également remercier tous les hommes et toutes les femmes qui ont enrichi mes vêtements en y ajoutant leur personnalité. Et enfin, je souhaiterais dédier ce titre à tous ceux qui croient au pouvoir de la beauté.
Le 6e et dernier docteur honoris causa pour cette cérémonie est Jaco van Dormael. Vous allez connaître un peu plus qu'il ne l'est déjà, Jaco van Dormael, au travers de la petite vidéo qui le présentera. Jaco van Dormael, pour la petite histoire, a également habité à la rue Potagère il y a quelques années de cela. Et voilà, nous étions voisins dans cette commune étrange, une forêt de paradoxes d'1 km². Petit clip, Jaco van Dormael. Jaco van Dormael est un magicien. Jaco van Dormael est plus du côté du cinéma de Georges Méliès que de celui des Frères Lumière. Ça veut dire qu'il favorise beaucoup plus les jeux avec l'imaginaire, le rêve, la magie, les vies parallèles, les effets spéciaux, qu'un cinéma du réel, documentaire, ancré dans la réalité quotidienne. Jaco van Dormael a une formation de cinéaste, metteur en scène de cinéma, donc il a fait des études à l'INSAS. C'était l'élève d'André Delvaux, qui est un des créateurs de l'INSAS et qui l'a beaucoup influencé. Il a également travaillé dans le cirque, il était clown. Il a réalisé toute une série de courts-métrages qui ont été remarqués très rapidement. Madeleine Labrèche, Les Voisins, Stade, mais surtout Epericolos au Sport Jersey, qu'il a lancé dans le circuit de courts-métrages internationaux. Il a réalisé 4 longs-métrages, Toto le héros, Le 8e jour, Mr. Nobody et Le Tout Nouveau Testament. Ce sont 4 films traversés par une problématique similaire, la problématique identitaire, intergénérationnelle, la place de l'individu dans le monde, et qui sont aussi traversés par une dualité entre la réalité, le monde réel et le monde imaginaire onirique. L'œuvre de Jaco van Dormael incarne une série de valeurs très importantes pour le monde d'aujourd'hui et pour le XXIe siècle. Tout d'abord, Van Dormael est très préoccupé par l'humanité au sens large, donc aussi bien les enfants, les adolescents, la vieillesse, les handicapés. Donc il a toujours été extrêmement attentif à ce que représente l'humanité au sens large. Van Dormael est antidogmatique, il prône vraiment une liberté d'expression, la liberté de choisir une existence, de rêver et de pouvoir se déplacer de façon tout à fait libre entre le réel et l'imaginaire. Si je devais résumer Jaco van Dormael en une phrase, c'est le cinéma qui nous rend immortels. Cher Jaco van Dormael, j'évoquais en introduction de cette cérémonie la nécessité de concevoir la science de manière globale et non pas fragmentée. J'avais en tête la leçon que nous avons à tirer de votre propre approche de l'art. Vous êtes en effet un artiste total et l'héritier de plusieurs traditions, ce qui vous met assurément à l'abri d'un rattachement à une école, ce qui vous place d'emblée dans un contexte sympathique pour un ULBiste. Né en 1957 à Bruxelles, d'une mère francophone et d'un père flamand, l'inverse, ça peut marcher aussi, mais un père qui fait d'ailleurs quelques apparitions dans plusieurs de vos films. Vous avez ainsi été tour à tour clown, metteur en scène de théâtre pour enfants, réalisateur de courts-métrages, mais aussi de clips musicaux, de publicités commerciales, enseignant aussi, à l'INSAS où vous avez fait vos études, comme on l'a rappelé à l'instant, élève apprécié d'André Delvaux. Vous êtes vous-même aujourd'hui l'un des maîtres de ce cinéma belge tellement particulier. Mais notre souhait de vous décerner un doctorat honoris causa ne s'appuie pas seulement sur cette ampleur de vue et d'expérience. Votre réflexion, particulièrement stimulante, sur le lien entre les images
et le monde est au cœur de toute une série de recherches universitaires. La question de la représentation, qui vous lie d'ailleurs d'une certaine manière à Anne de Meulemeester, est une question centrale dans les sciences humaines et sociales. Elle est aussi l'un de vos questionnements. Je ne reviendrai pas sur votre filmographie et votre impressionnant palmarès qui vient d'être rappelé à l'instant par Dominique Nasta. Je voudrais simplement insister sur votre intérêt pour l'autre et même pour l'altérité. Cette altérité qui vous passionne touche notamment l'univers des handicapés mentaux, avec lequel vous partagez une complicité à rebondissements multiples. Plusieurs courts-métrages documentaires comme Stade, en 1981, sur les premiers Jeux olympiques pour handicapés mentaux, des semi-fictions aussi. Et puis, votre deuxième long-métrage, Le 8e jour. Fable contemporaine sur les vertus de l'amitié entre un Mongolien à la dérive et un jeune cadre dynamique en pleine crise. Dans ce Rain Man européen, l'aspect parabolique réussit à gommer les stéréotypes d'un quotidien prévisible à travers le recours au merveilleux. Le 8e jour remporte un grand succès public. Et ses deux protagonistes, on s'en souviendra, Pascal Duquesne et Daniel Auteuil, se partagent le prix d'interprétation à Cannes. La question posée dans vos deux premiers longs métrages se rapproche du fondement de la science moderne. Sommes-nous capables de comprendre réellement la grandeur de l'univers qui nous entoure? Ignoramus. Et tout le monde se souvient de Toto le héros, qui vous vaut une caméra d'or à Cannes, le César français du meilleur film étranger. C'est quand même une approche nationaliste qui m'étonnera toujours, mais bon. Mais aussi le prix du meilleur film européen à Berlin. Votre art réside dans cette volonté de créer des figures cinématographiques ambivalentes, où le réel et l'imaginaire s'emboîtent pour former en fait une réalité intime. L'imaginaire est votre monde, celui de Mr. Nobody, film au plus gros budget de l'histoire du cinéma belge, ce qui reste quand même relatif, hein. Et tout récemment celui du Tout Nouveau Testament, qui reçut une standing ovation de 20 minutes à Cannes, l'histoire coécrite avec Thomas Kunzig, l'histoire en forme de conte tragico-comique d'un dieu tyrannique qui habite un Bruxelles étrange et dont les pouvoirs destructeurs s'exercent à travers un ordinateur. Véritable réquisitoire contre tout despotisme. Ce film célèbre à nouveau le pouvoir sans limite de l'univers enfantin, mais aussi l'intelligence et la perspicacité de la gente féminine. Car ce n'est pas le fils, mais bien la toute petite fille de ce Dieu malveillant qui redonnera aux humains la liberté d'aller au bout de leurs rêves. Cet éloge sensible de la tolérance et de la libre pensée était une sorte de réponse anticipée aux attentats du 22 mars à Bruxelles et à toutes les manifestations d'un extrémisme qui prend la religion pour prétexte. Cher Jaco van Dormael, pour votre extraordinaire créativité, mise au service d'une vision généreuse de la société, pour votre ambition artistique qui transcende les genres cinématographiques, l'Université libre de Bruxelles est fière et très heureuse de vous décerner les insignes de docteur honoris causa. Ut hoc tributum justum et mirationis plenum reddatur, illi concivi nostro kinematographicae artis spiritissimo.
Quia primo per esso digno cotopus perfectum, et admirabile vocetur, et de toto, id est Thoma, illo eroe inscripto, usque ad odiernum diem semper eadem felicitate, et eodem successu per iam longum et clarissimum curriculum, diversas ingenis sui maximis species praebuerit. Qui ante multarum nationum et gentium oculos, tot imaginum series, et tanto opere, ad suae artis historiam pertinentes posuerit, ut auctoribus multis, et doctis criticis clarissima imago, et exemplum aureae de Belgica, cinematographica arte aetatis esse videatur, ob prestantissima merita, et per multaquae enumerare longum est, Jacobum van Dormal, doctorem honoris causa, totius universitatis creamus ac proclamamus. Merci chaleureusement à l'Université libre de Bruxelles. C'est en général quand on quitte ce micro qu'on a l'idée de ce qu'on devrait dire. Donc si j'étais chanteur, je vous aurais chanté une chanson des Beatles. Si j'étais écrivain, je vous aurais écrit des alexandrins en latin, sans sous-titres. Mais je suis réalisateur. Et comme disait la maman d'un de mes amis réalisateurs qui avait été visiter son fils sur le plateau pour voir si son métier c'était un vrai métier. Elle lui a dit à la fin de la journée, non seulement tu es le seul qui ne fait rien, mais en plus tu fais des commentaires sur le travail des autres. Donc je pense que c'est ça. Pour moi qui n'ai pas de vrai métier et qui n'a jamais fait l'université, cette université-ci représente quelque chose de particulier. Parce que c'est ici qu'ont travaillé Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, qui ont écrit ce livre au titre magnifique, La fin des certitudes. J'ai toujours adoré ce titre. J'aurais bien aimé donner ce titre à un de mes films. D'ailleurs, je crois que tous mes films auraient pu s'appeler La fin des certitudes. Les questions sont toujours passionnantes et les réponses ne durent qu'un temps. Certaines personnes se sentent fortes par leur certitude et d'autres se sentent plus fortes par leurs doutes. Je crois que comme en recherche scientifique, chaque film, chaque roman, chaque pièce de théâtre est une hypothèse de ce que pourrait être la vie. Qu'est-ce que je serais si qu'est-ce que je serais si j'étais ouzbek, si j'étais indien d'Amazonie ou un Irlandais du XVIIe siècle? Je crois que comme la recherche scientifique, chaque film élargit le champ des possibles, de ce qu'on peut s'imaginer. Chaque film pose la question, quelle est cette étrange expérience que nous partageons tous d'être en vie? Et même si aucune réponse n'est satisfaisante, elle peut nous faire choisir des vies qui ne sont pas dans le catalogue IKEA des vies. Joyce Carol Oates, qui est un écrivain que j'adore, disait « Les artistes ont la responsabilité de ne pas voir le monde de façon simple. Le monde est complexe et les gens sont complexes. » C'est un exercice intéressant d'utiliser ce média qui ne peut s'empêcher de donner un sens en alignant les événements vers une fin pour parler de cette étrange expérience d'être en vie qui peut-être n'a pas de sens et n'en est pas moins belle. Voilà. Merci à vous tous et à l'Université libre de Bruxelles. Quand je quitterai ce micro, je pense que j'aurai l'idée de ce que j'aurais dû dire.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's as light as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere man can you see me at all. Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all till somebody else lends you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Voilà, chers collègues, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de notre cérémonie. Et je souhaiterais bien évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis de longs mois, sont les artisans de ce moment important pour la vie de notre université. Permettez-moi de remercier tous les services de l'ULB qui ont été associés à l'entreprise et par-dessus tout, bien sûr, le service des cérémonies et particulièrement Nicolas Dassonville. Merci aussi à celui par lequel il n'y aurait pas d'innovation parce qu'il n'y aurait pas de tradition. Merci à notre orateur, le professeur Carole Deroux. Mais cette cérémonie, nous l'avons voulue, elle aussi, innovante et porteuse d'imagination. Voilà pourquoi j'avais demandé à notre collègue Dominique Yanker de veiller à ajouter une couleur spécifique au tableau, celle de la musique. Et pas n'importe quelle musique, celle des Beatles. Cette incongruité dans une séance académique ne vous aura pas échappé. Mais comment évoquer le changement, comment évoquer la modernité, la créativité, sans sortir un peu de l'académisme? Et puis, permettez-moi de citer Dominique Yanker, qui n'a sans doute pas tort lorsqu'il décèle chez les Beatles, comme chez Beethoven, une évolution fulgurante entre le début et la fin de leur carrière. Je le cite.
Un jour, Beethoven a écrit sa 3e symphonie, rompant avec le classicisme mozartien. Ce jour-là, sa musique ne tint plus dans un salon viennois. Il fallut à celle-là l'immensité de l'univers. Un jour, les Beatles ont abandonné « She Loves You » pour Eleanor Rigby. Rien ne poussait Beethoven ou les Beatles à se remettre en question. Leur succès respectif était immense et confortable. Qu'en début de carrière, un artiste ait la volonté de se démarquer est compréhensible. Mais une fois le succès atteint, l'appétit d'innover met son succès en danger. Beethoven et les Beatles ont bravé ce misérable danger. Ayant ressenti une fois l'ivresse de la nouveauté, ils n'ont pu désormais s'en passer. Créer devient vite addictif. Rien ne ressemble moins à la musique du jeune Beethoven que ses derniers quatuors. Rien ne ressemble moins à Love Me Do que Penny Lane. Mais les Beatles nous rappellent aussi, comme chacun de nos DHC, et comme le rappelait à l'instant Patrick Pelloux, que sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. La création s'associe donc naturellement au travail, et souvent au travail d'équipe. Yellow Submarine a accompagné l'entrée du cortège. Il était un peu risqué pour des stars de la pop de s'essayer au genre de la comptine enfantine. Mais si certains ont pu y voir une note d'humour ou d'autodérision des autorités de l'université, d'autres y auront perçu un clin d'œil à l'enfance, souvent présente chez Jaco van Dormael. Imagine ne brille pas par son audace musicale, certes, mais comme j'ai tenté de le souligner par les paroles, largement due à Yoko Ono, artiste globale et phare de l'avant-garde new-yorkaise des années 60, auteur de films également, comme Imagine en 1971. Eleanor Rigby voit les Beatles se mesurer aux sonorités classiques du quatuor à cordes, proche des quatuors de Shostakovich, tellement cher à Dominique. Getting Better, voilà qui convenait bien à Patrick Pelloux. Juin 1967 sur l'album Sgt. Pepper's, et puis merci aux cordes, qui remplaçaient très avantageusement les accords de guitare électrique. I Am the Walrus évoquait le style, sans concession, et la pointe de provocation d'Anne de Meulemeester. Et Nowhere Man faisait évidemment référence au film Mr. Nobody de Jaco van Dormael. Enfin, on ne pouvait fermer la marche qu'avec un ultime morceau célébrissime au message symbolique dont je vous laisserai l'entière surprise. Cher Dominique, merci pour ta contribution à notre vie académique. Merci pour la musique qui a tissé le fil de cette cérémonie, et puis à titre personnel aussi, merci pour ton amitié. Parce que, mesdames et messieurs, il n'y a rien qui vaille la peine si les sentiments en sont absents. Alors merci aux musiciens et bravo. Alors nous allons maintenant procéder à une ultime photo générale de nos DHC du jour qui sera suivie, comme le veut la tradition, par le chant de l'université, le Summer, et ensuite le cortège sortira et je vous demanderai, conformément à la tradition, de bien vouloir rester debout à vos places durant cette sortie et nous nous rejoindrons toutes et tous dans un bâtiment voisin dénommé poétiquement R42, pour le verre de l'amitié que nous offrent les anciens étudiants
l'Union des anciens étudiants de l'université. Merci et à très vite. Pierre-Laurent, tu peux me donner. Mesdames et messieurs, nous allons entamer le summer. On parlait de collaboration. Je vous préviens, je suis extrêmement exigeant. Vous connaissez les paroles, je connais le rythme que vous lirez sur ma baguette et qui sera souligné par la batterie. De grâce, suivez. Et si c'est bien fait, j'ai tout à l'heure pour vous un scoop. Je vous dirai. D'abord, petite intro et je viens vers vous.
mesdames et messieurs, pour accompagner la sortie du cortège, voici le scoop. Savez-vous que les Beatles ont été très, très influencés par le Summer? En 1967, ils ont composé une chanson spécialement en hommage au Summer, parce que c'était l'année du Summer of Love, qui a été très mal traduit en anglais, et dont j'ai vraiment la preuve musicale qu'il s'agit bien du Summer of Love. Messieurs, si vous êtes prêts à sortir, attention, Pierre Laurent.